continent. Et sans vouloir rentrer dans les détails, mais je pourrais vous donner des liens, etc. Si ça vous intéresse. Tiens, d'ailleurs, il y a une capsule des mots de la paix sur Union africaine. Donc celle-là, elle a déjà été diffusée, donc vous pourrez la trouver facilement. Euh, L'architecture qui a été mise en place se fonde en réalité sur les sous-régions qui composent le continent africain. Les sous-régions, les organisations sous-régionales plus exactement, qui font partie de l'APSA, donc parce qu'on la désigne toujours par son acronyme anglais, sont au nombre de 8 seulement, alors qu'il y a beaucoup plus d'organisations multilatérales sur le continent africain. Mais il y a seulement ces 8 sur lesquelles s'appuie l'APSA, donc ces 8 qui sont la CEDEAO pour l'Afrique de l'Ouest, la CEAC pour l'Afrique centrale, la SADC pour l'Afrique australe, l'UMA pour le Maghreb, donc l'Union du Maghreb arabe, l'EAC pour l'Afrique de l'Est, l'IGAD pour la Corne et j'en ai 18 là, non? Ah, et la CPLG pour l'Afrique de l'Est. Voilà. Donc vous avez ces 8 organisations, mais les choses n'étant jamais très simples, il n'y a que 5 brigades qui ont été mises sur pied, 5 brigades en attente. Alors ça fait toujours rire parce qu'on dit oui, la force de l'Union africaine est toujours en attente, on l'attend toujours. Pourquoi là aussi, en fait, toujours ces questions de vocabulaire qui sont extrêmement importantes particulièrement quand on travaille dans un espace francophone. Et je trouve que la francophonie n'a malheureusement pas fait son travail en termes de imposition des termes appropriés dans dans tous les concepts qui circulent aujourd'hui sur la scène internationale. C'est-à-dire qu'on a traduit littéralement l'expression de stand-by forces. Donc, ce qui a donné force en attente. Et vous êtes d'accord avec moi, vous qui êtes Canadien, ça ne restitue absolument pas la même idée de dire qu'une force est en attente et de dire qu'elle est en stand-by. Voilà. En stand-by, ça veut dire qu'elle est prête, hein, quelque part. En attente, ça veut dire qu'elle est dans l'expectative. Donc, on n'est absolument pas sur le même niveau. Donc, une force africaine en attente a été mise sur pied qui se fonde sur les brigades. C'est dommage si j'avais quelqu'un là, parce que je pourrais vous montrer hein, même des slides qui vous représenteraient bien l'architecture africaine de paix et de sécurité. Ouais, si ça vous embête pas. Euh, Parce que, alors attendez, je vous envoie un lien. Ou je vous montre un lien, je sais pas comment. J'essaie de faire les choses le plus rapidement possible, excusez-moi. Vous allez pouvoir copier ce lien sur mon téléphone. Ce, ce, ce- voilà. Donc, comme je le disais, donc il y a des brigades qui ont été mises en place dans 5 sous-régions seulement. Dont la brigade Ouest, qui est celle de la CDEAO. Et donc, cette brigade Ouest se fonde sur ce qui était au départ simplement un embryon de force qui avait été mis sur pied de manière totalement ad hoc dans les années 90, au tout début des années 90, pour gérer la guerre au Libéria. Cette ouais, vous êtes prête que non, c'est pas bon. Bon, écoutez, je vous enverrai ça. J'ai pas envie de perdre de temps en bataillant avec. Non, c'est pas ça. Il faut que vous cherchiez l'Observatoire de la gouvernance hybride de la sécurité. Ça, c'est notre site internet. Je sais pas pourquoi. C'est pas le bon. Bon, bref, peu importe. Euh, En tout cas, ce qui est important pour vous de savoir, c'est que la CDEAO, comme je l'ai dit, avait été pionnière non seulement au niveau africain, mais au niveau international aussi, parce qu'on a considéré que c'était elle qui, pour la première fois, avait véritablement mis en œuvre
les dispositions du chapitre 8 de la Charte des Nations Unies qui, comme vous le savez, j'espère, porte sur la régionalisation, sur le rôle des organisations régionales partout dans le monde, hein, voilà. Et c'est la première fois qu'il y a eu une organisation régionale qui a décidé de s'investir dans les questions de sécurité. Et à partir de là, tout un dispositif s'est mis en place. Alors d'abord, dans le cadre de l'ECOMOG, c'est le nom qu'on avait donné à cette force, qui a été rebaptisée après l'adoption. Donc voilà, super. Après l'adoption de l'APSA, vous allez être étonné. Je vous parlais de l'État de Monsieur du Congo. Je vous parlais de ce qu'on a fait sur l'État islamique en République démocratique du Congo. Voilà, c'est ça que je vous enverrai tout à l'heure. Donc non, c'est pas là qu'il faut aller. Pardon. Je voudrais. Ah voilà, sécurité organisation régionale. Donc vous allez avoir Union africaine, voilà. C'est là que je descends. Est-ce que j'ai les brigades? Écoutez, non, là, je les trouve pas. Bon, enfin, en tout cas, au moins, vous voyez la carte entière, voilà, de l'Afrique. Des membres, non, non, faut remonter, en fait. Et donc, ce dispositif, donc voilà, donc vous avez une brigade qui est ici, c'est la brigade Ouest qui s'appuie sur la CDEAO. Vous avez la brigade Centre qui s'appuie sur la CEAC. Vous avez la brigade Sud qui s'appuie sur la SADC. Vous avez la brigade Est qui s'appuie à la fois sur l'EAC et sur l'IGAD. Et vous avez la brigade Nord qui inclut aussi l'Égypte, donc qui va au-delà en fait hein, de la seule Oumma, qui est l'organisation des États du Maghreb, comme je l'indiquais, mais qui est en réalité totalement en sommeil. C'est une organisation qui ne fonctionne absolument plus en raison du conflit au Sahara occidental. Le problème ou la solution qui a été trouvée en matière de gestion des conflits consistant à s'appuyer sur les organisations sous-régionales africaines, dès le départ, en réalité, pose un problème en termes d'agenda, en termes programmatiques, puisque comme je l'indiquais, ces organisations sont à l'origine vouées à promouvoir le développement et l'intégration économique des espaces sur lesquels elles ont un mandat. Ça, c'est absolument essentiel parce que je pense que c'est une question qui va être au cœur des évolutions auxquelles on va assister dans les mois ou dans les années à venir, parce que la CDEAO notamment, mais comme toutes les organisations du même type, hein, qui sont toutes apparues dans les années 70, euh, avait donc ce mandat économique très clair, parfois, pardon, doublé d'un mandat monétaire, mais les organisations monétaires du continent ne correspondent pas exactement aux organisations économiques. Pour l'Afrique de l'Ouest, par exemple, vous avez l'UEMOA qui réunit les pays francophones qui ont en usage le franc CFA d'Afrique de l'Ouest. Vous avez de la même façon la CEMAC en Afrique centrale qui ne correspond pas exactement aux États membres qui composent la CEAC, mais qui réunit là aussi tous les États qui ont en commun le franc CFA d'Afrique centrale, qui, comme vous le savez certainement, n'est pas le même que celui d'Afrique de l'Ouest. La difficulté et l'élément essentiel qui fait aussi le lien avec ce qu'on a envisagé dans la deuxième partie de ce cours, c'est que l'organisation et le mandat de l'organisation a été défini par les pays fondateurs et était donc strictement centré sur ces questions d'intégration économique. Qui sont les fondateurs de la CDEAO? Je ne sais pas si certains parmi vous le savent. Les fondateurs de la CDEAO, et là vous pouvez peut-être revenir sur l'infographie qui figure sur les slides, sur le PowerPoint, là. Ok, voilà, là-dessus. Je ne sais pas si on peut agrandir peut-être.
qui est important de savoir, c'est que la CEDEAO a été fondée initialement par, par Gnassingbé Eyadema, président putschiste du Togo, et par le général Gowon, président putschiste du Nigeria, donc en 1975. Ils ont été immédiatement rejoints, hein, parmi les pays signataires, par un grand nombre de dirigeants dont vous avez aperçu le visage ce matin, à savoir Moussa Traoré, président putschiste du Mali, à savoir Séni Kouché, président putschiste du Niger, à savoir Lamizana, président putschiste du Burkina Faso. Je m'arrête à ces trois-là parce qu'on est clairement sur la problématique de l'AES qu'on aborde ici. Mais en réalité, la grande majorité des États fondateurs de la CEDEAO étaient des militaires qui avaient accédé au pouvoir de manière inconstitutionnelle. Et c'est un élément qui est, à mon avis, fondamental pour comprendre quelles vont être les orientations qui vont être prises euh, dans les mois et les années à venir. Pourquoi? Parce qu'il existait au sein de la CEDEAO d'ores et déjà un dispositif sécuritaire. Assez rapidement, un protocole d'assistance mutuelle a été mis en place, le PNA, le PAM, pardon, le protocole d'assistance mutuelle, le PAM, qui était indissociable justement du PNA, qui était le protocole de non-agression qui avait été signé entre les différents États membres. C'est-à-dire qu'on se situait dans une logique d'alliance et absolument pas dans une logique de sécurité collective qui va être celle que la CEDEAO va choisir d'endosser à partir des années 90 en se situant totalement dans ce courant démocratico-libéral qui a ajouté à son volet politique et normatif un volet sécuritaire axé sur la sécurité collective, la sécurité humaine, le maintien de la paix. Tout le monde est familier des notions de sécurité humaine, canadien forcément. Les autres, je ne sais pas. Oui, ça parle à tout le monde, la sécurité humaine, l'idée que, voilà, la sécurité ne peut pas uniquement être considérée dans sa version militaire, hein, militaire et statocentrée, et que donc les problématiques plus larges qui touchent à la sécurité des personnes, à la sécurité des communautés, à la sécurité alimentaire, à la sécurité environnementale, etc., doivent être incluses dans le mandat des organisations chargé de la promouvoir. Euh, c'est tout cet agenda de sécurité collective qui a amené le changement fondamental d'agenda de la CEDEAO, qui a gardé bien entendu sa mission en matière économique, mais qui a de plus en plus vu les questions politiques et de sécurité être mises sur le devant de la scène. A été notamment adopté un texte très important en 1999 qui s'appelle le mécanisme pour la prévention, pour la gestion, pour le règlement des conflits, le maintien de la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest. Un texte qui a été adopté à Lomé et qui définit à la fois le rôle de cette fameuse ECOMOG, hein, donc cette force qui avait été engagée initialement au Liberia, qui ensuite est intervenue encore de manière ad hoc en Sierra Leone pendant plusieurs années, presque une dizaine d'années hein, d'intervention. Donc d'abord, la force ECOMOG devient force de la CEDEAO, mais vous avez aussi toute une série d'instruments qui sont adoptés en matière de RSS, donc c'est le concept, comme vous le savez peut-être, en matière de réforme des systèmes de sécurité, est mis en place un comité d'état-major qui réunit les chefs d'état-major de chaque pays, est mis en place un comité des chefs de la sécurité qui gère toutes les questions de sécurité intérieure et toute une série de mécanismes qui permettent de d'activer en réalité pour une intervention
de cette force. Dès 2001, donc 2 ans plus tard, on adjoint un texte complémentaire, un protocole additionnel à ce mécanisme de 99, un protocole additionnel qui s'appelle Protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance en Afrique de l'Ouest. Et c'est ce texte qui rend inconstitutionnel, qui traite de tous les changements inconstitutionnels de régime, que ce soit par les armes ou que ce soit par le droit. C'est ce texte aussi hein, qui définit toutes les procédures de sanctions, de suspension des États qui ne se plieraient pas à ces règles, etc. Donc l'agenda de l'organisation se modifie complètement, mais cela ne se fait pas par hasard, hein, parce que les organisations internationales, on l'oublie trop souvent et c'est une lapalissade que je vais faire en disant ça. Les organisations internationales, en tout cas en Afrique, sont comme l'ONU. Elles sont avant tout le reflet des États qui la composent. On n'est absolument pas dans le cas d'organisations de type Union européenne où il y a des dimensions de supranationalité. On est dans quelque chose d'autre. Là, on est dans l'intergouvernementalisme absolu. Il n'y a aucune personnalité juridique ni dotation de pouvoir décisionnel au niveau exécutif pour la CEDEAO. On n'est absolument pas dans le cadre des pouvoirs qui sont conférés, par exemple, à la Commission européenne, qui reste d'ailleurs un exemple assez unique au niveau international. Et j'emploie le mot unique au sens propre du terme, c'est pas laudatif ni quoi que ce soit d'autre. En tout cas, cet intergouvernementalisme se reflète bien entendu sur les orientations données à l'organisation. Et dans les années 90 et début 2000, on était dans une phase de très forte démocratisation de l'ensemble des États membres de la région. Ça n'est à l'évidence plus le cas. Moi, j'ai tendance à considérer que il y a peut-être 2 États démocratiques aujourd'hui, véritablement, en Afrique de l'Ouest. Euh, le Cap-Vert, de manière certaine, on n'y pense jamais, mais le Cap-Vert. Et le Sénégal, pour moi. La Gambie, on ne sait pas tellement. On a pu considérer qu'elle l'était. Là, manifestement, il y a de fortes turbulences qui pourraient remettre ça en cause. Bah, ça dépend des appréciations, pas dans la mienne. Voilà. Parce que quand il y a une criette, vous connaissez la criette, c'est une force, enfin, c'est pas une force d'ailleurs, hein, c'est un organe de surveillance et j'essaie d'employer les termes les plus appropriés, c'est un organe de surveillance et de répression, en fait, hein, de l'opposition intérieure, hein. On est quand même dans un état policier, on n'est pas dans un état policier. Il y a beaucoup d'états policiers d'ailleurs dans la région. Un pays comme le Togo, même s'il vient hein, à l'origine d'un coup d'état militaire, est devenu beaucoup plus un état policier. C'est un état où effectivement les services de police et de renseignement sont extrêmement efficaces, y compris pour observer l'opposition politique. J'en viens, pardon, hein, pour les personnes que ça pourrait heurter, mais je suis obligée d'évoquer le cas de la Côte d'Ivoire parce que j'ai parlé hein, tout à l'heure des dispositions notamment qui figurent dans le protocole pour la démocratie et la bonne gouvernance en Afrique de l'Ouest, qui évoque de manière absolument limpide l'importance égale des coups d'État militaires, donc de la prise de pouvoir par les armes, et l'importance des changements constitutionnels qui amènent à prolonger un certain nombre de mandats. Et c'est ce qui s'est passé dans 2 pays. Bien avant les coups d'État militaires, c'est ce qui s'est passé dans 2 pays très importants hein, en matière d'influence au niveau sous-régional, qui sont la Guinée d'Alpha Condé et la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Les constitutions ont été modifiées pour permettre un troisième mandat. Et donc aujourd'hui, les États, notamment de l'AES,
sans doute par calcul ou par habileté politique, mais aussi beaucoup les populations disent on est tout à fait d'accord pour condamner les coups d'État militaires. Mais pourquoi l'organisation ne condamne-t-elle pas les coups d'État civils? Où est cette fameuse CDEAO des peuples dont enfin, pardon, que se sont engagés à instaurer les chefs d'État de l'organisation qui avaient promis qu'on allait passer de la CDEAO des États à la CDEAO, pardon, des peuples, dans un document qui s'appelle la Vision 2020, qui avait été adopté en 2027. Si vous regardez les pancartes qui sont brandies dans la rue de manière incessante, hein, et y compris par tous les manifestants dont je vous parlais tout à l'heure, de ces courants néo-panafricanistes qui soutiennent aussi les jeunes militaires, ils clament, ils écrivent sur leurs pancartes CDEAO des peuples. Ils estiment qu'ils ont été trahis par cette organisation, en fait, qui a on en revient à ce dont on parlait tout à l'heure sur principe versus intérêt, qui a trahi les principes qu'elle était censée promouvoir et défendre. Et c'est beaucoup plus problématique pour une organisation internationale que pour un État, parce qu'encore une fois, un État, bon, ben voilà, hein, il joue de manière habile ou non sur les différents leviers de pouvoir qui sont à sa disposition. Une organisation internationale, elle n'existe que par la mise en œuvre du mandat qui lui a été confié. Donc à partir du moment où elle viole elle-même ses propres textes, l'organisation ne peut que disparaître et ne peut que se déliter. Et c'est exactement, selon mon analyse, hein, ce qui est en train de se produire avec la CDEAO. D'autant plus que la structure autoritaire, hein, qui caractérise désormais l'organisation, majoritairement autoritaire, pardon, euh, elle se prévaut des origines de la CDEAO. Patrice Talon, justement, a fait des déclarations extrêmement intéressantes au moment du duel, hein, qui a opposé la CDEAO au Niger après le coup d'État de juillet 2023, lorsqu'une intervention militaire a été envisagée de manière extrêmement sérieuse, hein, y compris par le nouveau président du Nigeria. Pardon, j'ai oublié le Niger. Non, en fait, je parlais des pays francophones, hein. Non, j'ai quand même oublié que le Ghana reste une démocratie, évidemment. Et le Nigeria l'est actuellement. Pardon, comme on est sur francophonie, mais bien sûr. Donc, le président élu du Nigeria, le nouveau président, a décidé de mettre en œuvre le mandat. Il en a été dissuadé très, très vite, à la fois par ses pairs, mais aussi par l'opposition frontale de ce pays. Et Patrice Talon, à l'époque, a dit euh, en fait, la question est vraiment celle de l'identité de notre organisation. Et il a rappelé, une déclaration que j'ai du mal à retrouver, mais enfin, en tout cas, elle était diffusée sur des canaux télévisés, donc elle est facile à retrouver. Il a rappelé cette origine prétorienne, en fait, hein, de l'organisation, en rappelant que le mandat initial ne prévoyait absolument pas d'immixtion, d'ingérence ou de gestion, tout simplement, des questions sécuritaires, et en disant que l'avenir, en fait, peut-être, de l'unité de l'Afrique de l'Ouest, il résidait peut-être dans le retour à cet agenda initial de l'organisation. Et je pense que c'est tout ça qui va être discuté dans les années à venir. Donc les trois États donc du Sahel central ont donc décidé de quitter l'organisation. Vous savez aussi sans doute qu'ils ont également décidé il y a 2 mois de quitter la francophonie aussi, hein, l'OIF. Ils avaient aussi, pour parler du G5 Sahel, décidé de quitter le G5 Sahel. C'est ça, hein, qui a accéléré sa disparition, qui s'est ajouté à sa totale inefficacité, hein, en réalité, parce que je sais, parce que pourquoi la création du G5 Sahel et pourquoi la Mauritanie est si attachée? Parce que la Mauritanie, elle est toute seule, en fait. La Mauritanie, elle n'a aucun rattachement. Alors, bien sûr, elle fait partie de l'UMA, mais elle fait partie d'une organisation qui n'existe pas, qui ne fonctionne pas, enfin, qui a toujours un secrétariat, un siège, etc., mais qui ne peut pas fonctionner, qui est complètement gelée en raison du conflit profond entre l'Algérie et le Maroc.
Elle ne fait plus partie de la CEDEAO, donc elle n'est rattachée par aucune organisation multilatérale en fait à cet espace-là, d'où l'importance centrale du G5 Sahel pour elle. Mais je pense que ça sera assez compliqué pour elle de le réactiver parce qu'il est quand même très associé aux bailleurs internationaux, il est très associé à l'image de la France aussi, donc c'est compliqué à mon avis. Maintenant, ce qui est très envisageable aujourd'hui, c'est plutôt un élargissement de cet AES qui intéresse beaucoup en fait dans la sous-région. Parce que c'est quoi l'AES? Donc l'AES à l'origine, elle est créée, donc cette alliance des États du Sahel, elle est créée sur la base d'un agenda uniquement sécuritaire qui a été inscrit dans ce qu'on appelle la charte du Liptako Gourma. Et c'est très intéressant le nom de cette charte et surtout la composition de ces États de l'AES. Parce qu'en réalité, l'AES, on oublie très souvent de le dire, mais l'AES, c'est l'autorité pour le développement intégré du Liptako Gourma en termes d'États membres, en termes de mandat géographique et maintenant en termes d'agenda, puisque à l'agenda initial centré sur les questions de paix et de sécurité a été ajouté un an plus tard à peu près, un agenda à vocation économique et de développement qui considère que les trois pays du Sahel central coopèrent sur les questions de paix et de sécurité, mais également sur les questions de paix et de développement économique. Or, il existe une organisation qui est encore plus vieille que la CEDEAO, qui a été créée en 1970, qui s'appelle l'Autorité pour le développement intégré du Liptako Gourma, dont le siège est à Ouagadougou et qui, à mon avis, va à terme fusionner avec l'AES. J'en suis à peu près convaincue. Pourquoi? D'abord pour des raisons de rationalisation des moyens. L'un des gros problèmes du G5 Sahel est qu'il a été décidé comme ça, ex nihilo, de créer non pas une force d'intervention, mais une organisation multilatérale, ce qui était de la folie. On ne crée pas une organisation multilatérale en pleine crise. On l'a vu, hein, c'était pas possible de créer un secrétariat, de recruter des personnels, de vous-même, hein, vous étiez préoccupé par la gestion de la structure institutionnelle qui a été créée. Là, on peut s'appuyer sur l'autorité pour le développement intégré du Liptako Gourma. Si vous retournez sur le site, vous retrouverez, si vous allez sur CDEAO, normalement, vous devriez trouver l'autorité pour le développement intégré. Et de manière intéressante, l'AES, pour moi, n'est pas du tout une idée nouvelle. C'est pas une idée qui a germé dans l'esprit de trois juntes militaires alliées. Ils ont, à mon avis, enfin, j'en suis quasiment, enfin, j'en suis sûre d'ailleurs, pas quasiment, j'en suis sûre. Ils ont en réalité réactivé un projet qui avait été mis sur pied en 2014, donc la même année que celle de la création du G5 Sahel, par les trois chefs d'État sahéliens qui étaient à l'époque issus des urnes. C'est-à-dire que Ibeka, euh, alors c'est à l'époque de la transition au Burkina, donc Kafondo, on va dire, mais ça a été repris par Kaboré ensuite. Et Issoufou avait proposé de créer une force de 3000 hommes, une force d'intervention dans 3000 hommes, de 3000 hommes, qui s'appuierait sur la structure de l'autorité pour le développement intégré du Liptako Gourma. Des plans assez élaborés avaient été proposés par les chefs d'état-major des trois pays à l'époque. Et l'AES, aujourd'hui, s'appuie énormément sur ce projet initial, ce qui est intéressant parce que ça démontre qu'il y a du côté des pays sahéliens l'idée d'un espace pertinent pour l'action. Tout comme il y a cette idée de G5 Sahel, l'idée d'une organisation sahélienne, elle existe en dehors de cette AES. On l'a vu avec le G5, on le voit avec l'exemple encore plus ancien de l'autorité pour le développement intégré du Liptako Gourma. Donc, à mon avis, l'AES va survivre, que les gouvernements militaires restent au pouvoir ou pas. Je ne pense pas que c'est une structure qui va disparaître parce qu'elle fait sens et à la fois auprès des gouvernements et auprès des populations. D'autre part, l'AES, c'est la version sahélienne de la tendance à travers laquelle tous les États de la zone se sont investis dans d'autres cadres multilatéraux que ceux de la CEDEAO. Là aussi, si vous remontez, s'il vous plaît, ouais, voilà.
Bon, sur ce site, vous avez la description des organes, etc. Ça c'est notre site, hein. Ça, c'est le site du think tank que je dirige. Donc, si vous pouvez remonter un tout petit peu, s'il vous plaît. Non, en haut. Ouais, voilà. Encore, 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 encore. Et en fait, il faut aller à Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc là, bon voilà, vous avez quelque chose sur l'UEMOA, donc vous parlez. Voilà, vous avez notamment ce Conseil de l'entente. Si vous pouvez montrer ce Conseil de l'entente, nos amis ivoiriens le connaissent très bien. C'est une organisation qui a aussi un mandat en matière de sécurité, en matière économique, etc., qui réunit les États suivants, donc la Côte d'Ivoire, hein, qui en est le siège, et le Burkina Faso, le Bénin, le Niger. Donc vous voyez qu'il y a d'autres espaces qui peuvent aussi faire des liens, hein, avec le Sahel en termes d'appartenance. Le Conseil de l'Entente, c'est une des organisations les plus anciennes sur le continent. Il a été créé en 1959, donc avant les indépendances, l'indépendance de la plupart des États ouest-africains. Mais vous avez encore d'autres organisations. Vous avez par exemple l'Union du fleuve Mano, qui réunit les États côtiers comme la Sierra Leone, le Libéria, la Guinée. Hein. Vous avez ces organisations qui perdurent enfin qui perdurent, qui survivent et qui s'affirment dans cet espace-là. En fait, on a affaire en Afrique de l'Ouest, mais c'est pas le seul cas, partout en Afrique, à une prolifération, à un embouteillage institutionnel qui est fait de organisations auxquelles les États membres ne veulent pas renoncer. Donc, on se trouve notamment face au gros problème du financement de ces structures, parce que, évidemment, la multi-appartenance signifie ben, un soutien pluridimensionnel à différentes organisations et ce dispositif n'a jamais pu être rationalisé. Il y a un nombre pléthorique d'études pour dire comment rationaliser le dispositif multilatéral en Afrique en général et en Afrique de l'Ouest en particulier. On n'y a jamais réussi. Au contraire, on voit que de nouvelles organisations sont créées en permanence. Hein. On l'a vu avec le G5, on le voit avec l'AES. C'est vraiment une tendance structurelle et extrêmement problématique. J'ajoute que ça, ce sont des organisations à vocation politique et économique, mais vous avez aussi pléthore d'organisations à vocation fonctionnelle. Par exemple, les organes qui gèrent les questions de ressources, les questions hydrauliques, l'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal, par exemple, l'Office du fleuve Niger, etc. Vous avez énormément d'organisations dans la sous-région. Donc l'enjeu, à mon avis, oui, allez-y. Excusez-moi, merci Je pour vous la en prie. parole. Je vais peut-être vous ramener un peu en arrière. Je voulais me rassurer de ne pas dire de bêtises, mais je pense que en révisant un peu le protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO, la question de la limitation des mandats, Oui, ne figure pas. c'est une question qui, justement, Absolument. ça pose des problèmes. Voilà pourquoi ce protocole est vraiment à réviser. Il y a beaucoup de Absolument. tests à réviser parce qu'il ne reflète plus certaines réalités aujourd'hui. Et c'est une rhétorique que certains gouvernements utilisent aussi Tout à fait. pour passer la question de Vous limitation des avez mandats. entièrement raison. La limitation des Donc, mandats n'est pas mentionnée. Donc certains pourront considérer qu'en effet, changer la Constitution pour effectuer un troisième mandat et, n'est pas inconstitutionnel et même qu'il y a un débat sur la question des sanctions qui ont été imposées aussi aux États, au pays du parce que Sahel. le Absolument. protocole ne prévoit pas beaucoup ces dispositions en réalité. Le protocole de 99, oui, hein, le protocole de 99, il prévoit des sanctions. Après, il y a des sanctions qui sont aussi prévues. Vous savez que les sanctions qui ont été appliquées, Sanctions économiques. exactement, elles ont large. Oui, bah, c'est des sanctions économiques qui ont été prises en l'occurrence hein, dans le cas des États du Sahel, et y compris des sanctions qui ont été adoptées en lien avec l'UEMOA, donc des sanctions potentiellement monétaires, etc. Hein. Il y avait cet élément-là. Je, bon, c'est toujours le problème du droit, hein. Les interprétations sont multiples. Le débat fait rage, en effet, pour savoir c'est constitutionnel, est-ce que c'est inconstitutionnel. En tout cas, qu'on considère que c'est constitutionnel ou enfin, que c'est constitutionnel le fait d'effectuer un troisième mandat en modifiant la Constitution, ça c'est une chose. Qu'on considère que les textes de la CEDEAO ont été violés par l'adoption de ces sanctions, le résultat est finalement le même, c'est-à-dire que trois États ont quitté l'organisation. Ça, de toute façon, c'est une réalité
accord face à la réaction au corps défendant de certains d'entre eux, a commencé effectivement, en l'occurrence par la Côte d'Ivoire, hein, qui s'est aussi beaucoup mobilisée pour éviter ce retrait. Rassurez-vous, je ne discute pas votre analyse. Pas du tout, et surtout, je vous trouve extrêmement ouais, parce que, enfin, en tout cas, je vous remercie tous de ne pas réagir au fait que je fais mon travail. En fait, voilà, je parle de chacun. Moi, je suis une analyste. Je suis pas là pour dire Alassane Ouattara fait bien, Marine Le Pen fait bien, Emmanuel Macron fait bien. Moi, je constate que les prises de position des uns et des autres que les prises de position des uns et des autres aboutissent à une décomposition en réalité contre laquelle peu arrivent à lutter aujourd'hui. C'est ça la difficulté. C'est-à-dire qu'il y a un moment, moi je me souviens à l'époque où je travaillais justement beaucoup au Niger, même quelques semaines avant le coup d'État, je me souviens avoir discuté avec des conseillers du président Bazoum, avec le président Bazoum aussi lui-même, j'ai pas mal échangé. Euh, je lui disais deux choses. Je lui disais, vous êtes beaucoup trop proche des Français, Monsieur le Président. Vous ne vous rendez pas compte de l'hostilité qu'il existe envers la France. Au Niger, on croit que c'est le Mali, mais non, au Niger, c'est très fort. Et moi, je l'ai perçu peut-être même avant le Mali. Enfin, il y avait vraiment l'idée au Niger selon laquelle on veut pas d'étrangers, en fait. On n'en veut pas. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est très intéressant parce que vous savez qu'aujourd'hui, les Nigériens, par exemple, mettent dehors les Chinois. C'est très, très, très compliqué, hein, entre la Chine et le Niger aujourd'hui. Donc, cette idée selon laquelle ce ne sont que les Français ou ce ne sont que les Occidentaux qui sont rejetés, elle est fausse aussi, pour moi, hein. Ça devient très compliqué avec les Turcs, avec les Russes, au Niger aussi. Donc, voilà. Voilà, je discutais de ça et c'est produit quelques jours après notre discussion. Je n'étais pas la seule, on était plusieurs analystes, hein, à discuter avec lui. C'est produit l'incident gravissime de Terra, hein, quand même, hein, où l'armée française a dû tirer sur la foule en raison de la violence de la prise à partie de son convoi qui s'appelait Voie sacrée, d'abord au Burkina Faso, mais il n'y a pas eu de mort au Burkina Faso, mais au Niger, par harcèlement des populations qui en effet étaient chauffé à blanc, hein, vraiment, avec des slogans ultra patriotes, ultra nationalistes. On ne veut pas d'étrangers, on ne veut pas de force étrangère. Donc ça, c'est la première erreur. Et la deuxième, en discutant avec, alors ça c'était pas le président Bazoum lui-même, mais avec certains de ses conseillers très intéressants, très intelligents, etc., qui disaient, non, mais la CEDEAO, on va faire passer cette disposition-là, on s'en fiche des textes, on va les manipuler. J'ai dit, faites attention, c'est la voie ouverte à un effondrement du système. Et oui, en effet, c'est ça qui se produit. Alors, le système, il subsiste, hein, la CEDEAO va pas disparaître du jour au lendemain. De manière très intéressante, on voit un rapprochement, mais qui est inévitable parce que les uns et les autres ont beaucoup trop besoin euh, sur une base mutuelle. On voit notamment des discussions beaucoup plus ouvertes, hein, des trois de l'AES avec la CEDEAO, mais on voit surtout un certain nombre de chefs d'État qui s'en rapprochent, y compris les chefs d'État à la tête des démocraties qu'on a citées. C'est le cas du Sénégal, ce qui n'est pas très surprenant, puisqu'en effet, le Sénégal a quand même une rhétorique, une orientation politique qui, au-delà du type de régime dont on a parlé, est proche quand même, hein, du très très fort souverainisme qui est revendiqué par les États de l'AES. Le Sénégal se situe de ce point de vue-là diplomatiquement et d'ailleurs le président Bassirou Diomaye Faye avait été nommé, hein, comme médiateur pour œuvrer au rapprochement entre la CEDEAO et l'AES. Mais de manière plus surprenante, on voit aussi, hein, le nouveau président du Ghana, donc vraie démocratie là aussi, et pays anglophone, qui cherche à se rapprocher de l'AES, qui a nommé un ambassadeur spécial, hein, pour interagir avec l'AES. Donc c'est quand même assez intéressant. Et vous avez aussi un État comme le Togo qui est très important. D'abord le Togo qui, dès le premier coup d'État au Mali, s'est posé en médiateur, hein, pour éviter justement des sanctions trop sévères contre le Mali, etc. Il a fait de même ensuite avec le Togo, avec le Niger, pardon. Mais son ministre des Affaires étrangères, Robert Ducé, hein, a
très explicitement indiqué que le Togo pourrait rejoindre l'AES prochainement. Voilà. Alors pour moi, le Togo ne quittera certainement pas la CEDEAO. C'est pas envisageable, ne serait-ce que parce que c'est le père de Ford Gnassingbé qui a fondé cette organisation. Donc ils y sont, les Togolais y sont attachés, mais que ça se double d'une appartenance avec l'AES, ça n'est absolument pas exclu. Et le Tchad aussi s'intéresse beaucoup à l'organisation. Il y a des manœuvres militaires conjointes qui ont été organisées entre le Tchad, avec le Tchad, le Togo et les pays de l'AES. Donc, à mon avis, c'est plutôt à ce type de recomposition auquel on pourrait assister dans les mois ou dans les années à venir, quels que soient les titulaires du pouvoir, en fait, que les juntes subsistent au Mali, au Niger, au Burkina Faso ou au Tchad ou partout. Enfin, au Tchad, il y a forte chance de durer de toute façon. Donc voilà pour ces éléments-là. Pour conclure, je pense qu'il est aussi extrêmement important de mentionner cette question de la réforme des textes à laquelle vous avez fait référence très justement, puisque face à cette décomposition, en effet, les chefs d'État ne sont pas restés les bras croisés et ont indiqué qu'il fallait revoir notamment ce protocole additionnel de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance. Ça fait 2 ans maintenant que ça a été mentionné, ça ne se fait toujours pas. Euh, voilà, exactement. Il y a des discussions, mais le problème, entre guillemets, c'est que je pense qu'il y a encore cette résistance des quelques États démocratiques qui subsistent, qui ne veulent pas y toucher, et donc il faut des règles d'unanimité. C'est aussi tout le problème auquel on touche en matière de multilatéralisme. Voilà, exactement. Non, mais c'est intéressant. Enfin, si vous est possible de la partager avec le reste des mais je sais que c'est très sensible, hein. Oui, oui, je sais que c'est très, c'est très sensible. Donc, je ne sais pas si vous avez des remarques. Si ça, j'aimerais bien qu'on discute un petit moment et si ça vous convient qu'on parle, parce que pour moi, c'est très lié à ces évolutions. Ça fait le lien. Je l'ai pas noté dans le plan, mais je pense que c'est quand même important de parler du rôle des partenaires extérieurs, parce qu'un certain nombre d'entre vous êtes extérieurs au continent, et des recompositions qui se superposent à aux 3 dynamiques qu'on a abordées aujourd'hui. Pas de remarques sur CDEAO, AES, les Ouest africains, non? Oui, allez-y, monsieur. Ou les non-Ouest africains, d'ailleurs. Merci pour ça. Moi, en fait, l'analyse que je fais du schéma de l'AES, c'est que peut-être que on pourrait revenir à un format G5 Sahel sur la question de l'AES et la CEDEAO pourrait retourner à ses mandats économiques, gestion de l'intégration. C'est un peu plus dans ce sens. Si on réussit ce challenge, parce que bon, la CEDEAO s'est beaucoup trop impliquée dans les questions politiques et ça pose un peu problème en ce moment. C'est très intéressant. Donc vous verriez une spécialisation presque fonctionnelle sur les questions sécuritaires au niveau des plus petites structures multilatérales. Bah, en fait, c'est assez intéressant ce que vous indiquez parce que c'est un peu ce qui se passe en fait du côté du bassin du lac Tchad, justement pour lutter contre Boko Haram. Ils n'ont pas fait l'erreur qui a été faite, à mon avis, avec le G5 Sahel, de créer une nouvelle structure. Ils ont créé une force multinationale adossée à la commission du bassin du lac Tchad. C'est ça, la force multinationale mixte qui a été mise sur pied, qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui en attendant n'a pas connu les échecs qui ont été ceux du G5 Sahel ou de la MINUSMA, si on regarde plus largement, ou des tentatives de la CDEAO. Donc c'est assez intéressant de regarder ce qui se fait du côté de la FMM. Alors, elle n'est pas en très bon état parce que notamment le Niger a décidé de retirer ses effectifs. Le Tchad s'interroge aussi beaucoup sur l'opportunité de rester engagé dans cette force. Mais en attendant, elle a des résultats qui sont décents, en tout cas. Il y a Et l'initiative en effet, d'Accra. on est dans le schéma que vous mentionnez là.
Il y a l'initiative d'Accra. Je sais pas, Alors, il y a on est aussi à quelle étape? l'initiative d'Accra. Je ne sais pas si un certain nombre d'entre vous sont familiers de de ce cadre de coopération. Ce n'est pas une organisation hein, avec un secrétariat. Enfin, s'il y a un secrétariat, mais je veux dire, ce n'est pas une organisation dotée d'un siège indépendant, etc. C'est un mécanisme qui prévoit la coopération, notamment sur les questions de renseignement et de coopération policière entre, pour simplifier, les pays côtiers et les pays du Sahel central aussi. C'est une initiative qui avait suscité un intérêt assez large, mais qui peine quand même à émerger et à produire des résultats. Mais d'une manière générale, qui produit des résultats aujourd'hui? Alors, vous allez me dire Donald Trump en bombardant les sites nucléaires iraniens, mais on voit très bien avec les débats qui émergent aujourd'hui quelle est la réalité. On la connaît pas, ni d'un côté ou de l'autre. Hein. Ça devient très très compliqué d'avoir en fait des informations, un recul sur ce qui fonctionne. Hein. Ça devient très très préoccupant pour nous tous en fait. Hein. Enfin, en tout cas. Ce qui est certain, c'est que dans le contexte sécuritaire du Sahel, qui est ce qui nous occupe aujourd'hui, il n'y a aucune solution, qu'elle ait été internationale, qu'elle ait été nationale, qu'elle ait été régionale, qui n'ait produit de résultats. Ça, je pense qu'on peut tous s'accorder sur ce point-là. Oui. Ça tombe bien, ma question c'était quelles peuvent être les pistes de solutions pour éviter, enfin, ou les recommandations de l'analyste que vous êtes pour, Merci d'abonder dans mon sens. pour éviter que ces pays continuent à se mettre en marge des autres. Est-ce qu'ils sont en marge des autres? Et c'est pour ça que je voudrais qu'on parle des partenaires internationaux. Sont-ils vraiment isolés? C'est comme la question qui a tellement agité les débats en Europe. Est-ce que la Russie de Vladimir Poutine est isolée? Ben, bien sûr que non, en fait. Donc, est-ce que les pays du Sahel central sont isolés ou est-ce qu'ils ont changé de partenaire? On est plutôt, à mon avis, hein, à mon sens, dans un changement de partenariat, ou plus exactement, parce qu'on a trop longtemps, à mon avis, considéré que certains partenaires venaient prendre la place d'autres. Ça aussi, je pense que c'est une grande erreur d'analyse. Moi, je pense que pour le coup, on est dans une approche extrêmement opportuniste qui considère qu'on doit multiplier les interlocuteurs en fonction justement des intérêts identifiés au niveau national. Et peu importe d'abord quelles sont les relations mutuelles qu'ils entretiennent entre eux, c'est très intéressant de voir les votes africains, pas seulement sahéliens ou ouest-africains, mais les votes africains au moment de l'agression de la Russie contre l'Ukraine. C'est très intéressant de voir les réactions après le 7 octobre aussi. Dans les deux cas, il y a un refus de prendre parti en fait. C'est-à-dire, c'est pas notre conflit, ce ne sont pas nos conflits. On ne veut pas se positionner par rapport aux injonctions qui nous sont faites de prendre parti pour un camp ou pour un autre. Et notamment, la douche a été assez froide en ce qui concerne la Russie. Alors évidemment, les pays du Sahel, notamment, enfin, quand je dis les pays du Sahel, en fait, non, il n'y a que le Mali qui a voté comme un seul homme derrière la Russie, mais pas surtout. Ils ont en effet, ils n'ont pas voté le premier vote à l'Assemblée générale, ils se sont abstenus. C'est après qu'ils ont voté toujours de la même façon qu'avec la Russie. Ce qui est très intéressant, on l'a vu encore là, au moment du vote qui a été, du nouveau vote sur la question ukrainienne qui a été fait peu après l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. C'est intéressant quand même de voir les États-Unis voter avec la Russie, avec le Niger, avec le Burkina Faso, avec l'Érythrée, etc. C'est ça, il faut le regarder, hein, la carte du vote hein, à l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est passionnant quand même. Hein. Et pour moi, les États africains se situent pour une grande majorité dans cette optique-là. Parce que cette question des partenariats avec l'extérieur, euh, elle est, à mon avis, beaucoup trop abordée selon le prisme de ses partenaires, justement.
Je citais le cas du Niger. C'est ce qui se passe avec la Chine aujourd'hui, c'est extrêmement intéressant. Tout le monde vous dira, notamment côté français, là aussi, hein, la France, bon, ça a commis énormément d'erreurs d'analyse dans sa gestion de la crise sahélienne, mais pour moi, elle les a prolongées. Elle en sort un peu progressivement actuellement. Elle les a prolongées à travers son obsession, sa surfocalisation sur le rôle de la Russie dans la région. La Russie, je l'ai suggéré plusieurs fois, c'est un acteur historique dans la région. Ce n'est pas un nouvel acteur dans la zone, ce qui ne veut pas dire que la Russie n'est pas un nouvel acteur ailleurs sur le continent, en République centrafricaine de manière évidente. La Russie a réussi à s'insinuer dans la zone à la faveur de la négociation des accords de Khartoum et surtout à partir du moment où, à l'initiative de la France d'ailleurs, ironiquement, on a décidé aux Nations Unies, enfin le Conseil de sécurité a décidé d'ouvrir une brèche dans l'embargo sur les armes et notamment de permettre un retour de la Russie, hein. C'est une décision du Conseil de sécurité. En tout cas, si elle est nouvelle là-bas, en République centrafricaine, si elle a eu des actions assez inédites à Madagascar, par exemple, ou au Mozambique, en Libye, au Soudan, ce n'est absolument pas le cas du Sahel et particulièrement du Mali, où c'est vraiment un partenaire historique qui s'est retiré en fait à la suite de la chute du mur de Berlin. Mais auparavant, c'était un acteur qui était au cœur hein, du dispositif de sécurité au même titre que la France. Il y a énormément de personnes bilingues qui parlent parfaitement russe au Mali depuis toujours, hein, et dans les élites civiles et dans les élites militaires. Oui. Merci. En réalité, la présence russe est plutôt une continuité. Ils sont au Sahel, ils ont d'excellents rapports avec les Algériens. Oui. Ils sont très proches avec Haftar. Donc, ils ont aussi Absolument, en Libye. les deux tiers de la Libye. Comme la France d'ailleurs, hein, qui était proche d'Haftar Oui, aussi. oui, mais la France via les Émirats arabes unis plutôt. Aussi, oui, Oui, c'est vrai. mais aussi ils sont présents en Centrafrique et le Soudan. Et vous savez, tous ces pays ont des frontières. Donc c'est une continuité. C'est d'ailleurs là Absolument. peut-être que Wagner a changé son nom sous le fameux Africa Corps. African Corps. Donc c'est une continuité. Wagner, juste en un mot, ça a aussi changé de nom. Enfin, ça devient African Initiative pour plusieurs raisons. D'abord parce que la Russie, manifestement, ne veut plus avoir d'activité combattante, hein, parce que c'est quand même un échec, hein. Et elle veut revenir à de la coopération et du conseil beaucoup plus traditionnel, ce que font tous les partenaires internationaux de manière assez peu originale en réalité. Mais l'Africa Corps, c'est aussi une structure qui a été mise en place pour gérer toutes les organisations militaires privées russes. Parce qu'on a énormément parlé de Wagner, mais c'est pas la seule. Il y a Redout, par exemple, vous parlez de la relation avec l'Algérie. L'organisation paramilitaire russe qui est très présente en Algérie, c'est Redout. Vous aviez la brigade Bir aussi, qui était aussi présente au Burkina Faso, qui a été retirée pour aller coopérer, enfin, pour aller apporter des renforts en Ukraine, etc. Donc, l'Africa Corps, il est censé coordonner tout ça. Voilà. Mais juste pour poursuivre sur ce Madame, point. Oui, une oui, question, s'il vous plaît. oh, Par là, par là. oui, oui, je vous vois, je vous dis. Non, non, vous Ouais, avez c'est vu, moi pardon, qu'ils ont vu, excusez-moi. désolée. Moi, c'était pas clair. D'accord. Alors, j'ai deux petites interventions. Oui, La première, euh, bon, vous n'ignorez pas les différentes critiques sur aujourd'hui la crédibilité de la CEDEAO, notamment oui. dans son intervention dans le conflit malien et burkinabé. Alors, je vous demande en tant qu'analyste, hein, est-ce qu'il y a nécessité de réformer la CEDEAO? Et en même temps, je pose la question de savoir est-ce que la pluralité de toutes ces organisations sous-régionales ne tente pas à affaiblir en quelque sorte la force de la CEDEAO? Parce que si je prends le Conseil de l'Entente qui traite, qui aborde aussi la question de la sécurité et tout ça, bah, on a l'impression que la CEDEAO se laisse, enfin pas se laisse, mais semble s'engloutit en fait par toutes ces organisations. Maintenant, pour finir, je voudrais aborder le cas de la Côte d'Ivoire sur l'argument que vous avez dit sur le changement anticonstitutionnel.
Je réponds en tant que aussi chercheur comme vous, puisque je Ouais. fais également une thèse. Alors, je veux dire par là qu'en 2016, euh, bien évidemment, le protocole, ça s'applique à la Côte d'Ivoire, mais je crois qu'il a indiqué dans l'un des articles du protocole, je me rappelle plus trop, excusez-moi, C'est pas grave. le changement de constitution est interdit à 6 mois des élections, si je me trompe pas. Voilà. Et donc, le cas de la Côte d'Ivoire, c'est ça la beauté du droit aussi, connaître le droit et savoir le contourner. Et c'est Bien ce qui a sûr. été fait entre griffes en Côte d'Ivoire. Je peux vous rassurer, j'ai travaillé aussi sur la question des droits de l'homme avec l'un des professeurs qui était aussi rédacteur de la Constitution, le professeur Mele Djedro. Voilà. Donc, pour moi, je donne une analyse juridique. Il n'y a pas de violation de la Constitution comme on semble le faire croire. C'est juste Non, une analyse de politiste, hein, oui, oui, mais moi j'avoue qui que je met suis politiste. voilà, voilà. Donc peut-être qu'il faut le préciser. C'est une analyse de politiste. Ah mais moi tout à Voilà, fait. Et non mais non seulement c'est une analyse de politiste et puis tous les politistes n'ont pas mon analyse, hein. Ça c'est c'est ça, important de c'est le ça, dire aussi. Enfin je c'est veux dire ça, j'ai pas c'est ça, je ne c'est professe pas une vérité. c'est ça. Je Alors. partage une analyse. C'est C'est totalement ça. différent. Donc, c'est bien différent le cas de la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont su contourner Tout à les fait. principes du droit en Ouais. faisant par référendum, ce qui est légal puisque la Constitution même le prévoit, la réforme par deux voies, la voie parlementaire et par la voie référendum. Et le référendum, vu l'importance du texte qui est l'institutionnalisation d'une nouvelle république, donc de droit, la moralité du droit en griffe, préfère cette voie référendaire qui est l'expression du peuple. Et c'est ce qui a été utilisé par la Côte d'Ivoire. Merci. Absolument. Écoutez, merci beaucoup hein, pour la précision de votre intervention et pour les éléments que vous apportez au débat. C'est évidemment essentiel, hein. Comme je l'ai dit, il y a un débat. Voilà, il y a un débat. Et effectivement, j'avoue que moi, la discipline qui est la mienne, ben, elle travaille beaucoup par rapport à ce qu'on appelle l'autorité. L'autorité qui peut être euh, effective, ou qui peut être aussi symbolique. Et je pense qu'en matière de gouvernance, les symboles ont tout leur sens et ont une portée qui est aussi forte, à mon avis, que celle du droit. Parce que, en effet, on peut considérer ce qui est en matière, enfin, le droit, c'est une discipline positiviste, hein, vous êtes d'accord avec moi, hein, on regarde le droit positif. Donc, tous les éléments que vous avez indiqués sont évidemment justes, et moi, je ne les contesterai pas. Maintenant, quelle est la perception qui restera d'Alassane Ouattara, un dirigeant qui aura fait 3, 4 mandats? Le droit le lui aura permis. Est-ce que quels sont les leaders finalement qui restent au final pourquoi quelqu'un comme Abou Diouf finalement bah, reste assez respecté bah, parce qu'il s'est retiré aussi. Est-ce que Alassane Ouattara, mais là c'est très subjectif hein, ce que je vous dis, hein, puisque vous me demandez mon analyse, est-ce qu'Alassane Ouattara n'avait pas un bilan assez exceptionnel en fait? Assez exceptionnel. Parce qu'on n'en parle absolument plus de la fin de la crise ivoirienne. Mais la crise ivoirienne, c'était quand même un conflit particulièrement violent et ardu à résoudre. Qui aurait pensé que les Nations Unies se retiraient après 2 ou 3 ans de mandat, que la force licorne ferait de même? Qui aurait pensé que la haine du français, et j'emploie à dessein cette expression choquante, pourrait être réglé parce qu'au Sahel, il y a en effet un rejet de la politique étrangère de la France, mais il n'y a pas de prise à partie physique des ressortissants français. On ne voit pas ça au Sahel. C'était pas le cas en Côte d'Ivoire avec les groupes de patriotes, etc. Enfin, on a vu les bombardements de Bouaké. Qui aurait pensé que ce pays se sortirait aussi vite de cette crise en 10 ans? Pour moi, c'est quelque chose à mettre au crédit du président Ouattara, qui aurait pensé que l'économie se relèverait aussi rapidement, quand même, que la réforme de l'armée serait menée de manière assez efficace quand même, parce qu'on a réintégré dans l'armée des groupes de rebelles, en plus avec
en arrière-plan quand même des potentiels conflits d'ordre interreligieux, hein, voire l'intégration de pratiques coutumières au sein de l'armée avec la pénétration des pratiques des dozos, etc. Enfin, il y avait énormément d'enjeux. Ben, il a fait ça, Alassane Ouattara. Et franchement, aujourd'hui, ça pourrait être un héros. Ça pourrait être un héros. Pourquoi est-ce qu'il ne l'est pas? Ben, peut-être parce qu'il a su très bien interpréter le droit, comme vous le dites. Qu'est-ce qu'il en restera? Voilà. Madame, Mais je suis une politiste, donc pardon. Voilà. Donc, sur la CEDEAO, donc on a un petit peu commencé à y répondre. Euh, Moi, je pense que sans doute la CEDEAO a voulu trop embrasser à un moment donné. Elle a voulu gérer des questions qui allaient sans doute aussi au-delà de ses propres capacités, y compris d'un point de vue sécuritaire. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des hommes, des troupes hein, de la CEDEAO qui ont été engagés au Sahel, en fait, enfin, notamment dans la MINUSMA, pendant des années. Donc 14, 22 et pendant 9 ans. Hein, c'est quand même énorme. Mais la CEDEAO n'avait pas les moyens de soutenir cette présence sur le long terme d'un point de vue logistique et d'un point de vue budgétaire, notamment. Enfin, en tout cas, ces États membres. Donc, c'est toute la faiblesse, notamment, de son mécanisme de 1999, donc celui qui prévoit un dispositif en matière de sécurité collective. Donc, sans doute, il faut revenir à des ambitions un peu plus réalistes mais de toute façon, l'intervention militaire extérieure, dans un cadre multilatéral ou multinational, elle n'a pas tellement le vent en poupe aujourd'hui. Donc, bon, je ne suis pas sûre que la CEDEAO veuille continuer à s'investir là-dedans. Il y a d'autres interventions de la CEDEAO qu'on mentionne peu. Hein. On ne parle pas de la Guinée-Bissau. Il y a eu 4 interventions quand même hein, de la CEDEAO là-bas. Il y a eu l'intervention en Gambie qui a fonctionné aussi. La CEDEAO, je dirais pas que ça a forcément bien fonctionné parce que le Sénégal, là, pour le coup, il est intervenu aussi dans son arrière-cour. Hein, que bon, c'est pas si simple que ça. Mais enfin, donc en utilisant le paravent multilatéral. Mais je pense que quand on parle de réforme de cette organisation, euh, notamment à travers un recentrage sur les questions économiques et de libre circulation, on ne voit pas qu'il y a aussi des défis de ce point de vue-là. Je prends le cas de la libre circulation. On dit toujours, oui, la CEDEAO, c'est la libre circulation. On en est sûr de ça? Parce que la libre circulation, là aussi, elle peut exister de jure, elle existe de jure, mais de facto, c'est quoi la libre circulation? C'est chaud, voilà, merci. J'avais fait une intervention sur RFI une fois et l'un de mes collègues nigériens m'a dit, mais alors là, tu dis vraiment n'importe quoi, parce que j'avais dit, et en plus, c'était qu'une partie de mon intervention, enfin, en tout cas, c'est vrai, je reconnais que je l'avais dit, que l'une des principales conséquences du retrait des pays de l'AES allait être la difficulté plus grande pour leur population à circuler dans la sous-région. Et donc, ce collègue, qui est un très, très bon chercheur, me dit, mais vraiment, c'est totalement faux ce que tu dis. Il me dit, je vais te démontrer ce que c'est la libre circulation qui est prétendument en vigueur dans l'espace CDEAO. Et là, il m'a fait le calcul de tous les coûts qu'il devait engager au passage de chaque barrage informel qui était mis en place par des forces de police, des forces de douane, des militaires, etc., dont le coût pour se rendre de Niamey jusqu'à Abuja était 2 fois supérieur à celui des frais de visa pour les non-ressortissants de la CDEAO. C'est ça aussi la réalité de ces organisations. C'est que il y a dichotomie entre la réalité de leur texte et la façon dont ce qu'ils prévoient est véritablement expérimenté par les ressortissants de la sous-région. Donc je réponds pas totalement à votre question, je le sais, parce que les réformes ne seront que celles qui seront adoptées par les chefs d'État. Mais c'est là qu'on touche à toutes les limites du multilatéralisme. Parce que là, aujourd'hui, on est dans une phase autoritaire, clairement. Bon, ben moi, je ne pense pas forcément qu'on y sera encore dans 10 ans. On en a bien pour 10 ans quand même, hein, à mon avis, mais partout dans le monde. Hein. Mais
tout ça pour revoir encore les textes qui vont être adoptés là dans les 3 ou 4 années à venir, les revoir encore dans 10 ans. Bon, après, le droit évolue hein, de toute façon. Mais peut-être faut-il repenser des modèles d'intégration. Et moi, s'il y a une conviction, puisque vous me posez la question des solutions, je sais hein, que je n'ai pas totalement répondu, j'ai même pas du tout répondu. Moi, il y a une solution qui, de toute façon, me paraît incontournable, c'est avant tout de se fonder sur des schémas endogènes. Je pense que la leçon des 30 dernières années, c'est vraiment que les approches standardisées ont échoué partout dans le monde. Elles n'ont pas échoué en Afrique, elles ont échoué partout dans le monde. Donc que les solutions qui seront trouvées devront être ancrées dans des réalités locales, que les partenaires internationaux le veuillent ou non, en fait. Et c'est là que je vais vous citer l'ouvrage que je cite systématiquement, qui est à mon avis incontournable à lire, qui a été écrit par le plus grand anthropologue français, je pense, qui s'appelle Jean-Pierre Olivier de Sardan, qui vit en partie en France, en partie au Niger, qui a la nationalité nigérienne, qui a 80 ans passés maintenant, qui parle 5 ou 6 langues, aussi bien du Mali que du Niger, et qui a écrit le livre qui devrait être le livre de chevet de tous les décideurs, qui s'appelle La revanche des contextes. Et le titre dit absolument tout. C'est-à-dire que toute cette architecture internationale de gestion des conflits et de régulation de la gouvernance a été engloutie, véritablement submergée par la force des dynamiques locales. Et on ne peut prétendre résoudre une situation, un conflit, que si on a tous ces codes. Et les seuls à véritablement avoir ces codes, ce sont les ressortissants du pays, d'abord en termes linguistiques. On travaille dans un environnement francophone. Comme vous le savez, la francophonie, c'est évidemment la promotion de la langue française, mais c'est aussi beaucoup la promotion des particularités locales. C'est aussi la promotion, comme vous le savez très bien, au Québec du français dans dans toutes les façons dont on peut le parler aussi. Ça, c'est quelque chose que les Français ont beaucoup de mal à comprendre, à accepter. Mais bon, pour avoir beaucoup travaillé avec les Canadiens, vécu en Belgique, en Suisse, c'est quelque chose qui est compliqué hein, pour les non-français, la façon dont on juge leur expression en français. Mais quand on, enfin, dont les Français jugent l'expression des autres en français, qu'on soit africain, qu'on soit. Mais bon, enfin, je me permets de vous regarder parce que les Québécois sont quand même souvent une cible un peu facile. Mais donc, cette question aussi de la diversité, elle est aussi au cœur hein, du projet francophone. Et sur ces questions de résolution de crise et de conflits, je suis certaine qu'on doit revenir à une lecture des crises qui est fondée sur l'analyse qui a un effet de manière endogène, ou sur les analyses, parce qu'évidemment, il n'y en a pas qu'une seule. Mais en tout cas, cesser de considérer qu'il y a un vadémécum de la gestion de la crise internationale, je pense que c'est le premier pas vers une régulation moins chaotique. Voilà. Je vous aide pas forcément beaucoup, mais si on applique uniquement cette recommandation, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de programmes internationaux qui sont immédiatement supprimés du jour au lendemain. Un simple commentaire, moi je pense que vous avez tout à fait raison, mais on produit, enfin, je parle pour le Canada, mais je pense que c'est un peu la même chose pour certains pays de l'Union européenne. On produit au niveau du ministère des Affaires étrangères des gens qui savent gérer des projets, et donc ça touche en fait à votre commentaire sur les gestionnaires. Et on produit des gens qui sont capables de créer des normes. On n'est plus capable de créer des analystes qui se comprennent la réalité sur le terrain, qui ont des compétences interculturelles. Donc ça nécessiterait chez nous, en tout cas, une véritable refondation des 30 dernières années de la politique étrangère. Mais c'est exactement dans la problématique. Et c'est pour ça que moi, finalement, l'état du monde aujourd'hui me donne le vertige, bon, comme à nous tous, parce qu'on voit, pardon, il me donne le vertige comme à nous tous,
parce qu'on voit évidemment les violences qui se multiplient. Mais au-delà de ça, je pense qu'on s'est engagé dans une telle interdépendance et dans une telle standardisation des modèles que je ne sais pas comment on va en sortir en fait. Et je trouve que c'est terrifiant. Et cette standardisation des modèles, elle est partie d'une très bonne intention au départ. Au départ, elle part des normes OCDE en fait. Ce sont les normes de l'OCDE, c'est-à-dire qui estime qu'il y a un besoin de coordination interagence au sens large du terme, pour reprendre le terme anglo-saxon, Interagency Coordination. C'est ça qui est au cœur du projet international qui est codifié de manière normative par l'OCDE au départ, mais qui se fonde sur des normes anglo-saxonnes. Moi, j'ai beaucoup travaillé, moi, comme je l'ai indiqué hein, dans ma biographie, moi, mon premier poste de chercheur, après mon postdoc à l'IRD, c'est au Royaume-Uni, donc à l'Institute of Development Studies. J'ai été effarée, effarée des méthodes de travail, c'est-à-dire c'est là que je découvre le log frame. Ok, le log frame. Mon Dieu, franchement, quand on est français, un log frame, mais c'est épouvantable en fait. Et en France, on fonctionnait pas comme ça. Je vous parle de quelque chose que j'ai découvert en 2007. Voilà, c'est pile en 2007. Ça fait 18 ans quand même. Et que j'ai vu s'insinuer d'abord au sein de la francophonie de manière très intéressante. Toutes ces méthodologies, elles sont passées, pardon, par votre pays, par le Canada, qui maîtrise aussi bien les normes francophones que les normes de type anglo-saxon. Et donc, on en est venu effectivement à rentrer dans cette logique de projet. Moi, je vous avoue que j'ai quitté à titre personnel la francophonie à cause de ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment où j'ai dit, non, mais moi, il y a un moment, moi, j'ai étudié pour faire fonctionner mon cerveau. J'ai pas étudié pour cocher des cases, pour ticking the box, de boxes, pour faire du reporting, hein. Mais oui, mais le problème, c'est on rit tous parce que c'est le quotidien de notre travail à tous, parce que on a décidé qu'il ne fallait plus penser. Si ça vous rassure, je pense on en a tous On est tous, marre de ça, là. mais oui, mais on est tous d'accord. Oui, mais le problème, L'excellisation du monde. oui, mais alors comment on sort de ça? Je sais qu'on est tous d'accord. Comment on sort de ça? Ce sont des milliards et des milliards et des milliards. C'est pour ça que quand on voit ce qui s'est passé, pour continuer quand même un peu au-delà du débat sur, parce qu'après vous allez dire, elle a fait que discuter, mais bon, pour continuer à suivre mon intervention, quand on voit le positionnement des acteurs internationaux, notamment des États-Unis, notamment depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, cette suppression de l'USAID. Bon, là aussi, on est quand même dans l'hypocrisie parce que personne ne le dit, mais ils ont recréé le lendemain une agence humanitaire, hein. Faut quand même pas l'oublier, ça personne ne le dit, mais c'est une réalité. Tout de suite, 3 semaines après, hein, ils ont recréé cette agence. Mais c'est intéressant parce qu'il y a une distinction qui a été faite de leur côté entre humanitaire et développement. Mais enfin, eux-mêmes ont l'air de considérer que on peut pas se passer d'une certaine solidarité internationale parce qu'en effet, ça déborde au bout d'un moment. Mais en tout cas, moi je sais, et alors je le dis de manière totalement décomplexée parce que j'ai fait suffisamment d'interventions dans les médias, j'ai publié des articles, des tribunes, etc. Moi, je ne défendrai pour rien au monde le système de développement tel qu'il a été pointé du doigt. Moi, je peux pas. Je sais qu'il y a eu beaucoup de débats autour de ce que fait l'Agence française de développement, par exemple, sous la plume de Sarah Knafo, Sarah Knafo, qui est une députée Reconquête pour ceux qui ne sont pas familiers de la politique française, donc parue dans le journal du dimanche. Moi, j'ai présidé le comité d'évaluation du fonds Minca, hein, qui est un fonds quand même de 200 millions d'euros de l'AFD, qui travaille sur les environnements post-conflit. Et il y avait un certain nombre de projets qui, moi, me semblaient problématiques, que j'avais pointé du doigt. C'est dommage qu'on n'ait pas pu corriger un certain nombre d'évolutions avant que l'ensemble du dispositif soit jeté avec l'eau du bain, parce que c'est ça le problème. Un immense problème, c'est cette question du genre. Est-ce qu'il faut s'étonner aujourd'hui de voir un tel retour de bâton? Moi, ça fait des années que j'ai dit, mais enfin, mais est-ce que vous vous rendez compte de l'absurdité du fait de mettre des femmes et des jeunes à toutes les sauces, partout, n'importe où, sur n'importe quoi, n'importe quand? Enfin, je veux dire, quand on veut chercher des fonds,
ce qui est mon cas, comme tout le monde. Il y a des choses que certains acceptent de faire, d'autres pas. Moi, par exemple, je refuse de répondre à un appel d'offres qui s'intitule Conflit, femmes, paix, climat. Voilà. Parce que tout n'est pas dans tout, je suis désolée. Eh oui, mais vous êtes d'accord, sauf que c'est là qu'il est l'argent, en fait, aujourd'hui. Et c'est là-dessus, c'est-à-dire sur des non-sens qu'on nous fait travailler. Moi, je pourrais, hein, moi, en plus, bon, enfin, on va voir, hein, je m'avance un peu, besoin de reconstituer mes fonds pour un certain nombre de raisons, mais moi, je veux pas être malhonnête en disant que oui, partout, les femmes sont les premières des victimes de tous les conflits, partout. C'est faux, au Sahel, c'est faux. C'est totalement faux, c'est un mensonge. Vous me parlez de l'Est de la RDC? Absolument. Le viol est utilisé comme arme de guerre et de manière dramatique. Pourquoi aller dire que dans la zone sahélienne, ce sont les femmes qui sont les premières victimes? C'est pas vrai, ce sont les jeunes hommes qui sont avant tout ciblés, éliminés, que ce soit par les groupes djihadistes, que ce soit par les armées de la région, justement parce que ce sont les forces qui sont considérées comme menaçantes. Voilà. La problématique des enfants, ça intéresse quelqu'un? Moi, je ne peux pas valider, moi, en tant que mère, qui est à la fois des garçons et des filles, enfin un garçon d'ailleurs et des filles, je ne peux pas considérer qu'on trie les petites filles et les garçons. Les filles. Et un petit garçon, non. Un petit garçon, bah non, c'est un petit garçon, il n'a pas de bol, donc allez, voilà, il est né garçon, donc non, on va favoriser la petite fille. Il y a quand même un certain nombre de euh, normes qui ont été promues, qui sont très dérangeantes. Et je me souviens justement au Canada, j'avais été estomaquée. C'était une réunion dans le cadre de la francophonie pour les 10 ans de la déclaration de Saint-Boniface, où votre ministre du Développement de l'époque avait dit, ah ben nous, de toute façon, notre priorité maintenant, ce sont les adolescentes. J'avais dit, eh ben, on est bien parti. Hein, si. Et malheureusement, je pense que c'est tout ça qui explose aussi aujourd'hui. C'est tout ça qui explose. Et comment on change ça? Moi, justement, je n'ai pas la réponse. Je ne sais absolument pas. Euh, je, à titre personnel, pour revenir encore à cette problématique des acteurs internationaux, moi, ce que je vois se dessiner, mais je peux me tromper, de toute façon, tout est tellement flou hein, aujourd'hui. Moi, je pense que le multilatéralisme va résister et va se réorganiser autour de la Chine, en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir un multilatéralisme de nature autoritaire qui va se mettre, enfin, de nature, oui, enfin, qui ne fera plus la promotion de normes politiques, sécuritaires, etc., mais qui cherchera à gérer des problématiques communes qui demeurent en matière de santé, en matière d'environnement, etc. Moi, c'est une des évolutions que je vois, mais je pense que toute cette culture de la gestion de projet qui est très préoccupante parce qu'elle va très loin. Moi, j'enseigne à Sciences Po à Paris. Moi, je n'en reviens pas de la standardisation de tous les enseignements, de tous les cursus. Mes enfants étudient au King's College à Londres, etc. Enfin, la même chose qui est proposée au King's College et à Sciences Po, c'est concevable, ça. Supprimer partout tout concours, en fait, examen de dossier, on recherche des talents qui partent. Enfin voilà, bon bref, je vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais pour dire que pour moi, la crise, elle est très très profonde, elle va bien au-delà d'une agression qui est, enfin, elle est grave, hein, l'agression qui est faite par un État d'un côté, par un autre de l'autre. Parce qu'en effet, ces puissances-là qui ont décidé de se passer du droit international, qu'elles appartiennent au monde occidental ou à ceux qui les contestent, ben, en fait, elles ont pour elles de remettre en cause tout le système qu'on est en train de décrire là et pour lequel on a tous travaillé au cours des 20, enfin, peut-être jeunes, mais des 20, 25, 30 dernières années pour nos aînés depuis 40 ans, en fait. Et c'est ça qui est assez vertigineux, à mon avis. Et l'Afrique de l'Ouest, notamment, est vraiment le symptôme de ça. C'est vraiment le symptôme de ça. Voilà. Oui, j'entends quelqu'un. Non, pardon. Oui.
D'accord, merci madame. Je pense que moi je veux bien vous ramener, je veux me garder des... Enfin, je pense qu'on a abordé des discussions politiques après. Je veux bien me garder de ça. Non, non, pour moi, c'est pas politique, hein, pardon, ça peut le sembler, mais sincèrement, cette question de la gestion de programme, la gestion de projet qui est placée au cœur de la coopération internationale, elle est essentielle. Pour moi, c'est pas de la politique au sens Non, je disais avant. politicien, Bref, hein. bref, Voilà. je vais poser des questions en fait sur les thèmes que vous proposez par rapport au cours que vous nous donnez aujourd'hui. J'ai cru lire négocier. Oui. Alors, je veux savoir, je ne sais pas si vous allez en venir, mais sur la base des thèmes que vous nous avez proposés pour le cours, négocier avec euh, on a dit, groupes islamistes radicaux, les factions terroristes, négocier avec des groupes d'États qui vont peut-être en déphasage avec les normes internationales qu'on s'est données, valeurs démocratiques, tout ça, tout ça. Avec qui on fait ça? Avec qui on négocie? Et comment on le fait? Alors voilà, c'est pour ça que j'aimerais qu'on aborde rapidement, hein, comme je le disais, le rôle des acteurs internationaux dans cette zone. Parce que, bon, comme chacun le sait, la France, qui avait cherché à être au cœur du dispositif d'intervention, a été la première à faire les frais d'un rejet de tout le système qu'on vient de décrire. Mais ça n'est pas la seule. Ça, je pense que c'est extrêmement important d'en avoir conscience. Au niveau européen, il y a d'ailleurs au départ une certaine concurrence qui a semblé se mettre en place avec, par exemple, l'Allemagne. Dans une certaine catégorie d'Italie, de l'autre, qui ont affirmé s'inscrire en faux contre les orientations de la diplomatie française au Sahel et en Afrique de l'Ouest au cours des dernières années. On voit très bien que eux aussi sont dans des postures extrêmement fragiles aujourd'hui. On parlait du rôle des compagnies canadiennes dans l'exploitation aurifère. C'est très compliqué pour les Canadiens aujourd'hui au Mali, hein. Les Canadiens, les Australiens, c'est très 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 difficile. Il y a des centaines de millions de dollars, hein, qui sont en jeu là aujourd'hui, hein, parce que les autorités maliennes, c'est un peu ce qui se passe. On m'a demandé pourquoi on parlait pas de RDC. Bon, on peut pas aborder aussi l'Afrique centrale, mais le souverainisme, il atteint ces domaines-là aussi, hein, les domaines de la gestion des ressources, de leur exploitation, etc. Donc, c'est compliqué pour les autres partenaires. À mon avis, on regarde trop, comme je l'ai dit, bon, la Russie, on en a parlé, la Chine qu'on considère comme équivalente à la Russie de manière totalement simpliste, c'est-à-dire qu'en général, on entend, oh là là, mais les Occidentaux vont être remplacés par la Chine et par la Russie. Alors, en général, en plus, avec ce ton très dépréciatif de ces deux acteurs, notamment des Chinois. Quel est le rapport entre la présence russe et la présence chinoise? Il n'y a aucune militarisation de la présence chinoise. Les Chinois ont été très présents au sein de la MINUSMA. Les Chinois sont, comme je l'indiquais, très présents au sein du département des opérations de paix, de plus en plus, hein. On se demande même si, après la fin du mandat de Monsieur Lacroix, ce ne sera pas un Chinois qui prendra la tête du département. En tout cas, la Chine a évidemment une stratégie de pénétration économique, mais n'a absolument pas une ambition de remodeler la gouvernance que la Russie a, quoi qu'elle en dise, parce qu'elle a beau dire, oui, nous, on laisse faire à chacun ce qu'il veut. Non, il travaille quand même suffisamment pour saper les fondements de ce qui se fait en face. La Chine a évidemment un projet de lutte contre le modèle occidental, présenté comme impérialiste, etc. Mais ça ne se manifeste absolument pas dans le domaine sécuritaire en Afrique de l'Ouest, en tout cas, hein. Vraiment, la Chine s'appuie sur de très nombreuses sociétés de sécurité privée, pas militaires privées, ce qui est différent, c'est pas la même chose, mais notamment pour sécuriser ses propres investissements, ses propres ressortissants. On n'est absolument pas dans l'assistance et l'accompagnement au combat du type de ce qu'on voit dans la Russie, avec la Russie, pardon. Mais des acteurs auxquels on prête, à mon avis, trop peu d'importance, ce sont les acteurs moyen-orientaux qui, eux, sont présents dans la zone, pour certains, depuis des décennies. Euh,
Et d'ailleurs, d'une manière générale, ce qu'est en train de réaliser la France ou plus largement l'Europe, voire un partenaire comme le Canada, c'est que ils n'étaient pas les seuls en fait. Les Occidentaux, très longtemps, et particulièrement les Européens, ont pensé être les seuls partenaires parce qu'il y avait des grands forums, le forum Europe UE Afrique, le forum Afrique-France, France-Afrique, on l'appelle comme on veut. Mais en réalité, tous ces partenariats, si on prend le cas de la Chine, si on prend pour le Moyen-Orient le cas de la Turquie, le cas d'Israël, très intéressant, ils remontent à 1999 tous. On est dans plus d'un demi-siècle, c'est-à-dire que les choses se font de manière beaucoup plus souterraine. On parlait tout à l'heure du problème de l'ultra-communication. Il y a beaucoup de choses qui se font de manière beaucoup plus discrète, hein, en réalité. Si on commence par le cas de la Turquie, c'est très intéressant. C'est avant même l'arrivée au pouvoir du président Erdogan que son prédécesseur décide de mettre en œuvre une politique active en Afrique. C'est 98-99. Pour moi, c'est à rapprocher, même si on n'est pas sur le Moyen-Orient, de l'acteur qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est le Maroc, qui lui aussi, dès la mort d'Hassan II, avec le roi Mohamed VI, décide d'un changement à 180 degrés en décidant que l'avenir du Maroc, c'est le continent africain. La présence marocaine sur le continent africain, elle est époustouflante en fait. Tout le système bancaire qui était contrôlé par la France, la Société Générale, etc., tout ça s'est remplacé partout par des banques marocaines aujourd'hui. Euh, la politique universitaire qui est menée par le Maroc aujourd'hui, elle est fondamentale, elle est passionnante et elle s'appuie sur des moyens colossaux. Elle s'appuie sur d'énormes moyens, notamment sur les phosphates, sur l'OCP, etc. Il faut aller voir, hein, quand on voit les faibles dotations des universités en France, il faut aller voir le campus de l'université Mohamed VI à Rabat. Voilà. Là, on est dans le vrai luxe. Et le public visé, c'est un public africain, de manière assumée. Voilà, ils ont ce fameux think tank qui fait des travaux excellents d'ailleurs, hein, qui s'appelle le Policy Center for the New South. Donc, il y a ce soft power qui émerge. Et aussi bien, si je rapproche le Maroc de la Turquie, c'est que leur diplomatie change à partir du moment où l'intégration ou la mise en place d'un partenariat privilégié avec l'Union européenne est une option qui se ferme. C'est très très clair. C'est à ce moment-là qu'il y a cette décision de se tourner vers le continent africain. La Turquie est intéressante parce que pour le coup, c'est un acteur qui est présent sur quasiment tous les volets, comme le Maroc d'ailleurs. Si on regarde les transports, aujourd'hui, il y a deux compagnies hein, qui sont ultra dominantes sur le marché aérien africain. C'est Ethiopian et c'est Turkish. C'est plus Air France, c'est plus British, c'est plus non. C'est Ethiopian Airlines et Turkish Airways. Et Airlines, pardon, Turkish Airlines. La Royal Air Maroc est assez présente aussi. Donc ça, ce sont des signes. Mais la Turquie est intéressante parce que elle est très présente sur le marché des armements, notamment les armements de plus en plus modernes, notamment celui des drones, les drones Bayraktar. Ça devient un des principaux vecteurs de combat utilisés justement dans la gestion de la crise sahélienne, hein, à la fois par les États eux-mêmes, mais de plus en plus par les groupes rebelles les groupes combattants, notamment les groupes Touareg, le fameux incident auquel vous faisiez référence tout à l'heure avec l'abattage de ce drone par l'armée algérienne. Là, c'était un drone turc. Hein. La Turquie très proche, on le sait, enfin Erdogan, le président Erdogan, très proche du courant des frères musulmans, et aussi très présent sur ce terrain-là, sur ce terrain doctrinal religieux-là en lien avec le Qatar, qui lui aussi a un rôle de plus en plus actif dans la zone. Toutes les médiations qu'on voit au niveau international, on parlait de celles entre les États-Unis et les talibans, donc quand même à un très 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 haut niveau international, on peut dire.
comment faire mieux quand même, hein. Ou qu'on a vu là encore hein, à l'œuvre avec ce qui vient de se passer autour de l'Iran, avec Israël. Enfin, il est dupliqué en Afrique. C'est le Qatar qui a accueilli le dialogue intertchadien, par exemple. Ce qui est sorti de ce dialogue, ça s'est fait au Qatar. C'est le Qatar qui aujourd'hui cherche à rapprocher le Mali et l'Algérie. Ils sont très présents, mais c'est très discret. En RDC, exactement, en RDC avec les États-Unis, c'est eux qui cherchent à rapprocher le Rwanda et la RDC. Euh, voilà des stratégies d'influence extrêmement efficaces. Le Qatar qui affronte, comme vous le savez, sur tous les théâtres, l'Arabie Saoudite et de manière plus variable, les Émirats Arabes Unis qui en général font plutôt front commun avec l'Arabie Saoudite, mais pas sur tous les dossiers, notamment si on prend le dossier du Soudan qui est un peu hors zone. Les deux acteurs n'ont pas les mêmes positions. Mais en tout cas, la diplomatie saoudienne dans la zone ouest africaine, elle a 40-50 ans. Et elle s'est faite, là aussi, par des vecteurs qui n'étaient pas ceux des sommets avec des chefs d'État. Elle s'est faite par une pénétration extrêmement efficace qui est passé par des ONG, qui est passé par la construction d'écoles, le soutien à des programmes à vocation sanitaire, la construction de centres religieux, etc., etc. La modification du type d'islam auquel on assiste en Afrique de l'Ouest, qui se manifeste en partie par, en effet, la violence des groupes islamistes radicaux, elle vient aussi de ces interactions avec cette zone, mais elle se manifeste avant tout par la progression de l'islam politique non violent. Voilà, par cette vision extrêmement conservatrice de l'islam. Et ça ne veut pas dire que parce qu'on est un tenant de l'islam conservateur qu'on est un terroriste. Non, il y a des gens ultra pacifistes qui condamnent le terrorisme, mais qui n'en veulent pas moins appliquer une version ultra rigoriste de la charia. Ça provient de l'influence du Moyen-Orient. Alors, les Occidentaux continuent, enfin, estiment dans leur diplomatie que ce sont des alliés. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un paradoxe, hein, c'est-à-dire qu'il y a une idéologie qu'on condamne en général pour ce qu'elle est, mais qu'il a aussi bah, intérêt versus valeur, quoi. Bah, voilà, ça ne dérange pas un certain nombre d'États, à commencer par le mien, à commercer à très haut niveau en matière de transfert d'armement avec quand même des États qui se réclament d'une idéologie religieuse qui est à l'inverse de ce qui est considéré comme acceptable dans d'autres zones, hein. Donc voilà. En tout cas, leur rôle est très important. Le rôle de l'Iran, ben, toute cette problématique de l'enrichissement de l'uranium, ça fait un moment qu'on se demande si le rapprochement, alors là pour le coup très médiatisé hein, par les autorités nigériennes, avec l'Iran, ben, il provient pas de leur volonté de s'approvisionner aussi en uranium au Niger, uranium dont les Français s'étaient déjà retirés par eux-mêmes, contrairement à une idée reçue, comme je le disais tout à l'heure, mais qui, de toute façon, maintenant, dont ils ont été ensuite exclus par la junte. Donc, vous avez ce rôle-là. Vous avez le rôle d'Israël qui est très intéressant. Alors, moi, en Afrique de l'Ouest, le rôle d'Israël, il se fait à plusieurs, enfin, pas moins en Afrique de l'Ouest, pardon, moins au Sahel, mais Israël est très présent sur tout le marché du service de renseignement, notamment au Togo, au Bénin. Enfin, c'est un acteur qui est très présent dans la zone. Au Soudan, évidemment. Et c'est très vrai, on est très proche du Rwanda et très proche du Cameroun, hein, ce sont vraiment des alliés. Enfin, le modèle d'ailleurs militaire qu'on appelle le modèle des BIR, les bataillons d'intervention rapide, il est né au Cameroun dans les années 80 grâce à la coopération avec l'armée israélienne, hein, et c'est un modèle qui a fait beaucoup d'émules dans les armées africaines en général. Mais Israël est aussi très présent du côté des groupes, enfin des mouvements évangéliques sur le continent, en lien avec toutes les églises pentecôtistes américaines. Et ce facteur religieux, c'est là-dessus que je voudrais mettre l'accent, est un paramètre essentiel non seulement dans les relations internationales, enfin
non seulement en Afrique de l'Ouest, mais dans les relations internationales en général, que des acteurs très sécularisés, très laïcisés. Bon, je ne parle pas du cas de la France, qui est un cas extrême, parce que la France a cru à tort que son modèle laïque était universel, alors que c'est un modèle ultra marginal, hein, à commencer par l'Europe, les États-Unis. Enfin, on parlait à un Américain, un Britannique de la laïcité, on regarde avec des yeux très, très étonnés. C'est un concept qui est très difficile à expliquer à l'extérieur. Aux autres Européens aussi, hein, qui gardent quand même la religion comme un pilier du fonctionnement de leur État. Enfin, il n'y a qu'à voir l'anglicanisme en Angleterre, etc. Enfin, le rôle du catholicisme en Italie, en Espagne. Enfin, la France, c'est un cas très, très spécifique. Mais enfin, il y a quand même une sécularisation du côté des pays européens qui ne concerne pas les États-Unis de manière très intéressante, qui les met aussi à la marge de très nombreux échanges, de très nombreux mouvements sur lesquels jouent justement beaucoup tous ces acteurs moyen-orientaux, quel que soit leur positionnement, quelle que soit leur obédience. Vous prenez l'Iran, l'Iran est très présent à deux égards, d'un point de vue religieux, d'abord auprès des communautés chiites du Nigeria, parce qu'il y a très peu de chiites sur le continent africain. Le Nigeria, c'est une exception, il y a quand même 15% de chiites, donc ce n'est pas négligeable, mais aussi il est très présent auprès de toute la diaspora libanaise, hein, dont un certain nombre et à une certaine proximité avec le Hezbollah. Donc c'est tout ça en fait qu'il faut regarder, c'est tout ça qu'il faut prendre en considération quand on analyse cet environnement. Parce que la difficulté, et je pense que c'est vrai notamment pour la francophonie, qui est quand même aussi quelque chose qui nous préoccupe hein, dans le cadre de ce séminaire. La francophonie, elle a une ambition, c'est celle du rayonnement quand même, d'une culture spécifique articulée autour de la langue française. Et il n'est un secret pour personne que c'est une entreprise qui a beaucoup moins bien réussi que celle du Commonwealth, pour un certain nombre de raisons. La difficulté, c'est que comment continuer à rayonner tout en se fermant, parce que c'est à ça qu'on est confronté. Enfin, je parle du patriotisme, du nationalisme, etc., que l'on voit en Afrique. Il n'est un secret pour personne qu'il est extrêmement présent partout ailleurs aussi. Sauf que je pense que pour un État comme l'Italie, c'est pas un problème. L'Italie, elle s'en fout de rayonner, en fait. Enfin, elle se fiche que l'italien soit parlé partout dans le monde. C'est pas son problème à l'Italie, c'est pas le problème du Danemark. Voilà, c'est pas une question en fait. La France, enfin l'espace francophone, la question elle se pose de manière différente. Si on veut garder un rayonnement, comment est-ce qu'on fait en réalité par rapport à tous ces espaces? Je sais que c'était assez intéressant, j'avais vu ça, vous pourrez me dire si c'est juste ou pas. J'avais lu des articles sur le Québec qui essayait de faire venir plus de populations en provenance d'Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas si c'est toujours vrai, parce que je sais que vous avez aussi votre propre conservatisme, hein, on l'a vu d'ailleurs pour les dernières élections au Canada. Mais justement, pour que le français ne soit pas submergé au Québec, de faire venir des locuteurs francophones, en fait, d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est une vraie question pour la francophonie. Comment on fait pour rayonner encore, pour faire rayonner cette langue française, pour en faire encore un instrument d'influence, de puissance? L'anglais a gagné, le Commonwealth a gagné, ils n'ont plus besoin de réfléchir à cet instrument, en fait. Leur rayonnement, enfin, qu'ils ferment leurs frontières ou pas, peu importe. L'anglais, voilà, il est là, partout. J'étais encore au musée, là, tout à l'heure, tout est écrit en anglais. Voilà. Euh, je pense que pour la francophonie, il y a un vrai enjeu aujourd'hui. Toute personne qui est attachée à l'idée selon laquelle la langue française, la culture et les valeurs qu'elle porte a un rôle à jouer dans le monde aujourd'hui doit réfléchir, on parle de négociation, à cette tension entre l'aspiration majoritaire des opinions publiques pour se fermer, notamment en matière migratoire, euh, tout en ayant toujours quand même cet idéal qui considère qu'on a quelque chose de particulier à dire sur la scène internationale. Et ça aussi, je pense que ce sont des sujets qui se négocient. Mais pour mettre toutes ces questions sur la table, encore faut-il qu'elles soient posées. Moi, je pense que si on continue à raisonner en termes de promotion des jeunes et des femmes à tout bout de champ,
Ben, malheureusement, on va manquer beaucoup de trains qui sont en train de passer à toute allure, en fait, hein. Parce que l'influence, ben voilà, on n'a qu'à voir l'histoire, ça m'intéressait au musée, là, l'histoire de la Grèce, quand même, ici. Bon, ben, qu'est-ce qu'il en reste, hein? Voilà, les empires et les influences internationales, ben, elles se diluent, elles se remplacent. Voilà. Des commentaires ou je sais que c'est un peu fatigant. Je crois que c'est mon téléphone, là, non? Ah, c'est le vôtre. Ah, je sais pas où j'ai mis la main. Ah, c'est là-bas. Oui. Euh, Merci. Enfin, c'était très passionnant. Je regrette qu'on n'ait pas beaucoup parlé d'Afrique centrale. Ben, Ce je te sera mettrai sur peut-être, l'agenda l'année prochaine. Ah. faudrait que je redouble. Bon. Enfin, en tout cas, merci beaucoup et j'aurais vraiment aimé vous entendre là-dessus. Nous regarderons. Je connais moins bien. Ah, d'accord. Ouais, ça aurait peut-être été moins intéressant. Je connais, mais quand même moins bien. On regardera les mots de la paix. Ah ben voilà, c'est gentil. Merci. Bon, ben écoutez, voilà, hein, vous voulez vite, je vous en prie. J'aurais peut-être juste commenté en fait votre dernier commentaire sur votre dernier propos sur la francophonie d'un point de vue québécois. C'est-à-dire que nous, en effet, en fait, on est vraiment on est dépendant de la migration francophone. Et le gouvernement du Québec a mis en place un programme qui, pour l'instant, depuis un an, est un peu en arrêt pour l'instant. Mais on espère que ça va quand même progresser à nouveau. Et il y a une redéfinition quand même des missions de la francophonie actuellement depuis 2, 3 ans, avec une dimension politique qui commence à vraiment se déliter tranquillement, progressivement, calmement, parce que tous les États sont pas encore prêts. Mais toute l'implication de la déclaration de Bamako au sein de l'organisation est remise en question sur une base permanente. Cela étant dit, en fait, on essaie de mettre de l'avant beaucoup plus de la coopération culturelle et tout le développement de ce qu'on appelle la francophonie économique, c'est-à-dire être capable de créer, en fait, et d'innover, et entreprendre en français, mais surtout avoir des entrepreneurs québécois qui aillent investir facilement en Côte d'Ivoire et inversement. Et je voulais juste rebondir aussi sur un petit commentaire. Moi, j'ai assisté à une rencontre entre le Québec et le Maroc une fois. Et les autorités marocains ont dit, ben nous, on a un peu marre, en fait, Ils l'ont pas dit dans ces termes-là, mais c'est ce que ça voulait dire. On est un peu fatigué, en fait, que tous les Marocains viennent chez vous et on voudrait que des Québécois, maintenant, viennent chez nous à Rabat. Et j'ai trouvé que c'était un point de bascule fascinant, en fait, là. Ah, mais le Maroc, de toute façon, le Maroc, moi, j'ai la chance de travailler avec le Maroc et j'y vais dans le cadre d'un programme avec HEC, donc l'Université Mohamed VI. Et donc, j'y vais au moins une fois par an. Pardon. Et c'est fulgurant, en fait. C'est un pays, ça y est, je pense que ça y est, c'est un pays qui a émergé, qui est sorti. Et cette question de la formation des élites, ça va être un vrai enjeu sur la scène internationale. Je pense qu'il va falloir compter avec le Maroc. On s'en rend absolument pas compte, mais c'est impressionnant les moyens qu'ils mettent dans la formation des élites. C'est gigantesque, vraiment. Et juste pour rebondir, oui, sur ce que vous disiez sur la déclaration de Bamako. La déclaration de Bamako, je ne sais pas si tout le monde est familier avec la déclaration de Bamako. C'est le texte qui a été adopté par l'Organisation internationale de la francophonie en 2000, justement pour accompagner tous les processus de démocratisation sur le continent, enfin sur tous les processus de démocratisation en général et en particulier sur le continent africain. On parlait justement de ces principes. Et quand je vous dis qu'il faut jamais négocier sur un principe, il faut jamais abandonner un principe. La francophonie a voulu revoir la déclaration de Bamako là récemment. Donc il a été décidé par les États membres d'introduire une clause qui assouplirait les critères de la déclaration de Bamako en l'appliquant à la Guinée. Parce qu'ils voulaient réintégrer la Guinée. Donc la Guinée, qui, comme vous le savez, a aussi été l'objet d'un coup d'État en 2021, elle aussi, a été réintégrée. Les dispositions nouvelles n'ont pas été appliquées aux trois États d'Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit bye bye, on s'en va. Voilà. On a transigé avec un principe et ça aboutit au délitement. Bon, bah écoutez, oui, Un dernier point oui, je vous en prie. concernant la Chine. Vous Oui. avez entre guillemets, agressivité commerciale. Vous savez, quand ils ont vu ce que Trump a fait regardant les pourcentages Des droits de douane, des ouais. droits de douane, eux, par contre, ils ont dit que pour toute l'Afrique, il n'y aura pas de droit, sauf
un seul pays qui est le Swaziland ou récemment connu sous le Swahili. Et pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent la souveraineté de Taïwan. Alors bravo, merci, c'est ce que j'allais ajouter parce Ouais. que ça aussi, quand on dit les autres États n'ont pas de conditionnalité, quand je vous dis qu'il y a toujours en fait des valeurs que non, chacun promeut ses valeurs, chacun promeut ses intérêts. Une valeur, comme je disais tout à l'heure, elle n'est pas nécessairement libérale et démocratique. Une valeur, elle peut être réactionnaire, elle peut être nationaliste. Et en effet, il n'y a pas de conditionnalité politique en termes de type de régime côté chinois. En revanche, la non-reconnaissance de Taïwan est une condition sine qua non à la coopération avec la Chine. Donc vous avez raison de le mentionner. Mais pourquoi la Chine a baissé tous les droits, a annulé tous les droits de douane en réponse à la politique de Trump? Parce que Trump va notamment remettre en cause la fameuse AGOA, la loi sur la croissance et les opportunités qui avait été adoptée sous Clinton. Donc ça commence à faire presque 30 ans maintenant. Et donc, et ben voilà, ils veulent prendre leur place. Bon, après, bonne chance, hein, parce que bon, la Goa, ça n'a jamais non plus fait décoller le continent africain. Soyons réalistes. Et nous tenons aussi à vous informer que malheureusement, durant la pause, beaucoup de billets à destination de Nouakchott ont été annulés à cause de vous en grande partie. Alors, Désolée. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne suite de classes diplomatiques. Merci beaucoup pour votre attention. Pardon, j'ai failli vous demander votre... Monsieur Ahmed. chers collègues, ne bougez pas, s'il vous plaît. Les gens, Ahmed et Jonathan, ont un mot à vous dire concernant la soirée de culte. Jonathan et Rebecca, Ahmed et Rebecca. Donc, ne bougez pas, s'il vous plaît. Attendez 2 minutes. Merci. Jonathan. C'est ça. Ahmed. Non, Rebecca va parler. Ah, c'est toi qui vas parler. Bonjour. Attention, s'il vous plaît. T'es prête? Ouais, vas-y, vas-y. Mes très chers collègues, attention, s'il vous plaît, c'est très important. C'est le plus important événement de cette classe diplomatique. Nous avons beaucoup travaillé. Vous avez senti l'odeur des cerveaux brûlés dehors. Donc, le comité d'organisation de la soirée culturelle qui aura lieu demain, 27 juin 2025, bloquez vos agendas très compliqués, très complexes pour ça. Demain, à 18h30, vous devrez être présent ici, au 4e étage, prête pour une soirée inoubliable, incendiaire et magnifique.
il y aura un photo booth. Si vous n'êtes pas présent à 18h30, vous n'aurez pas la chance de vous étaler votre tenue magnifique dans des photos qui resteront dans l'archive de cette classe diplomatique inoubliable, que j'ai entendu que c'est la meilleure de toutes les classes diplomatiques jusqu'à maintenant. Ça, c'est de tous les points de vue complexes et effervescentes. Bon, après, à partir de 19h, on va commencer avec le défilé d'entrée par pays qui se fera, je répète, 19h. Ça commence le défilé par pays par ordre alphabétique. OK? Vous avez retenu, non? Chaque délégation a 2 minutes à cet effet pour qu'il défile en montrant leur spécificité culturelle et en nous étonnant avec leur talent et avec leur culture intrinsèque qui est magnifique. Bon, à cet égard, je vous prie de bien vouloir contacter Habibi Ahmad, qui est ici, pour qu'il vous donne des détails sur le formulaire. Dis, parle maintenant. Donne le micro, il parle. Amen. Allez, plus comment? Plus comment? C'est le maximum. Plus comment? Oui, j'ai fini. Comment? Très bien. Non, ça a dépassé le maximum. Donc, on a envoyé dans le groupe WhatsApp deux formulaires. Le premier, c'est pour la musique d'entrée par pays. Et le karaoké aussi. Oui. Oui. Oui, c'est tout. C'est pas... Et le deuxième, c'est pour le voting de The World. Donc, il y a une liste de... Enfin, vous allez devoir voter. On est tous candidats, mais les différentes rubriques seront signifiées dans le groupe et vous devez voter pour le candidat de votre choix. Donc, Regardez tout de suite. il y aura deux formulaires dans le groupe de WhatsApp, un groupe qui contient des chansons qui feront l'entrée de chaque délégation, et dans le même formulaire, il y a aussi une section pour mettre là des options pour les chansons de karaoké. On va développer sur ça. Donc, mettez dans le formulaire quelle chanson vous voulez pour l'entrée, le défilé de la délégation, ok? Bon, on passe. Il faut que chaque chef de délégation me fasse signe, s'il vous plaît, pour le choix des différentes chansons, tout ça. C'est déjà dans le groupe aussi. Ne pas oublier vos drapeaux. Toutes les personnes qui souhaitent participer. Oui, vos drapeaux. Vous ramenez vos drapeaux. Moi, j'ai pas de drapeau. Moi, j'ai pas de drapeau. Mais Chad peut me donner leur drapeau. Pour moi, c'est bon. Vous pouvez me donner le drapeau congolais. C'est la face, pour moi. Toutes les personnes qui souhaitent, bon, maintenant le karaoké. Toutes les personnes qui souhaitent participer au karaoké, hier, de contacter Ahmed. OK? Et aussi, il y a le formulaire pour le choix de chansons. Vous mettez des options de chansons, sinon, bon, vous n'allez pas chanter. C'est bon. C'est assez simple, non? Oui. Euh, tout ce qui soit de faire une prestation individuelle, parce qu'on aura une activité de prestation individuelle, ça c'est séparé de la prestation culturelle ou en groupe, oui, ou en groupe, parce qu'il y aura un prix aussi. Lors de la soirée culturelle, prière de voir Ahmed pour lui communiquer ce qu'il veut faire in concreto. Je sais pas, chanter, jouer de la guitare, danser, lire un poème, ou je sais pas. Chacun ce qu'il veut. Ou juste rester là. OK? Et tout le monde doit... C'est écrit quoi ici? Insulter? Oui, OK. Oui, à la fin, tout le monde doit consulter les liens qui sont dans le groupe dans le cadre de l'activité du prix Senghor. Ça veut dire, nous avons 5 catégories de prix et chacun, dans le formulaire qui est dans le groupe, doit mentionner pour chaque catégorie la personne qu'il considère la plus, je sais pas comment, le plus, je sais pas comment. Et bon, on vous attend demain pour une soirée incendiaire. Drop the mic. Mais s'il vous plaît, remplissez ça avant 23h ce soir. Délai de rigueur. Avant 23h ce soir, délai de rigueur.
Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous avez des questions? C'est Rachid pour le programme de demain matin. Est-ce qu'il y a cours demain matin?